parce que ce fabuleux personnage passait son temps à se déprécier et il se décrivait comme un moins que rien. Il se prétendait être un homme d'une absolue insignifiance et se disait simplement simple serviteur de ses bienfaiteurs spirituels. Alors voilà ce que le Monde publie. Les Brésiliens le tiennent pour le plus grand homme qu'ait connu leur pays. Il ne doit sa renommée ni à la politique, ni à la chanson, ni au football. Chico Xavier, 1910-2002, fut le plus stupéfiant médium du XXe siècle. Selon une enquête de popularité faite en 2006 par la revue Epoca, il arrive en tête avec 2 fois plus de suffrages que son suivant immédiat, l'as de la Formule 1, Ayrton Senna, tué dans un accident sur un circuit en 1994. Vous imaginez un simple, entre guillemets, médium, voler la vedette à un grand pilote automatique. Bon. Alors ce Chico Xavier, dont nous allons nous en parler longuement avec Michael, d'abord, pourquoi ce Michael Ponsardin s'est mis à écrire ce livre sur ce fabuleux personnage? Qu'est-ce qui vous a pris? Bonsoir. Alors en fait, je m'intéressais au spiritisme depuis très jeune. Et j'avais eu l'occasion d'aller au Brésil pour rencontrer un peu le mouvement spirit au Brésil. Et la première chose qui m'a frappé, en fait, c'était la place centrale qu'occupait ce personnage dans le développement du spiritisme au Brésil. On pouvait sentir dans l'organisation qu'il y avait en fait un avant et un après Chico Xavier. Et au fur et à mesure que j'ai pu discuter avec ces différentes personnes, tenir un peu la senteur du personnage, en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était un personnage assez extraordinaire, un personnage un peu comme nous, on connaît tous par exemple Gandhi ou Nelson Mandela, et c'était un peu un personnage de cette trempe que je sentais qu'on avait là, mais qui était totalement inconnu. Et en fait, j'avais l'envie de faire connaître ce personnage au spirit, notamment en France. Et la difficulté venait du fait que c'était difficile de trouver des biographies à traduire parce que c'était un personnage récent avec énormément d'anecdotes. Récent, oui, il est mort en 2002, hein, c'est 2002. ça, oui. Et en fait, beaucoup de personnes l'avaient connu, côtoyé et avaient écrit des biographies du moment où il l'avait connu, en fait, des moments limités. Il n'y avait pas de biographie complète sur sa vie. Et donc, c'est en lisant toutes ces biographies que je me suis un jour décidé moi-même à écrire ce livre. Bon, on va revenir parce que c'est pas évident déjà. Un Français qui dit qu'il s'intéresse au spiritisme, vous êtes déjà dans les statistiques dans un tout petit créneau. Hein. Je ne sais pas combien il y a de spirites en France, à peu près. Vous avez une idée? Une Non, idée? je dirais quelques milliers. Oui, donc on ne peut pas dire que ce soit un grand engouement. Bon, alors il faut savoir quand même, avant que nous rentrions dans le sujet, en 2 mots, un personnage dont Michael veut nous narrer la vie, issu d'un milieu excessivement modeste, on pourrait dire même pauvre, qui a vécu dans des conditions épouvantables, pratiquant de misère, d'illettrisme, et qui, eh bien, au bilan de sa vie, il aura écrit 450 livres, non? Combien? Un tout petit peu plus. 412 de son vivant et un peu plus de à peu près 460, 470 avec les livres qui n'avaient pas encore été publiés de son Posthumes, vivant. donc, des ouvrages posthumes. Alors, la grande particularité de Chico Xavier, c'est que ces livres, il ne les écrivait pas. Plus exactement, il les écrivait sous dictée. Hein, nous en parlons tout à l'heure pour expliquer ce phénomène qu'on appelle la psychographie. Ce jeune garçon, puis après ça cet adulte, puis après ça cet homme plus âgé, considère que il était habité par des êtres qui lui dictaient complètement quelque chose et qui n'étaient pas responsables. À tel point que ces livres qui ont obtenu des tirages absolument hallucinants au Brésil. Qu'est-ce que ça faisait à peu près? Alors, au moment de sa mort, il y avait plus de 30 millions de livres qui avaient été vendus. Voilà, 30 millions de livres. Alors il faut savoir que toute sa vie, Chico Xavier a continué à travailler très modestement, j'imagine
payé misérablement. Ministère de l'Agriculture, non? C'est ça, Oui. comme secrétaire. Comme secrétaire. Alors que vous imaginez, avec de tels tirages, il aurait dû être à la tête d'une fortune considérable. Eh bien non, il n'a jamais accepté de toucher 1 centime de droit d'auteur, parce qu'il partait du principe que ces livres, c'est pas lui qui les écrivait. Tout à fait, il n'en était pas l'auteur. C'était les esprits des auteurs de ces livres et il avait donné les droits d'édition en fait à différents mouvements spirites pour organiser l'œuvre sociale au spirit. C'est-à-dire, oui, mais soyons concrets, hein, le Brésil étant quand même un pays très pauvre, même s'il y a des fortunes colossales, il y a une véritable misère dans le peuple, et une misère qui va même, on peut parler de situation presque de famine, et grâce à lui, toute une partie de la population a été tellement nourrie que le gouvernement lui en a été reconnaissant d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas à l'échelon des Restos du Cœur de Coluche. Lui, c'était un super Coluche, parce que, en plus, contrairement à Coluche qui fédérait l'argent que veulent bien donner au Restaurant du Cœur, lui, c'était lui qui amenait l'argent. Tout à fait. Et il donnait tout, il a nourri les gens. Bon. Alors, comment commence l'histoire de Chico? Alors comment elle commence? En fait, il est né en 1910 dans un tout petit village, dans un état au Brésil qui s'appelle Minas Gerais, qui est un état là où il y a les mines d'or. Et il était dans un village très pauvre, dans une famille nombreuse, métisse. Alors ça aussi, dans le Brésil des années 1910, ça voulait dire quelque chose. Et la première fois qu'il a eu un phénomène médiumnique, en fait, il était âgé de 4 ans. Et ses parents étaient à table en train de discuter d'une voisine qui avait fait un avortement. Et au milieu de leur discussion, le petit Chico, donc qui a 4 ans, les interrompt et leur dit « Vous vous trompez sur le sujet, il y a un problème de nidation ectopique, de sorte qu'il a fallu retirer l'enfant. » En fait, il s'agit Mais pas moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. lui non plus, ni ses parents. Donc en fait, son père est choqué par les propos qu'il vient d'entendre. Il dit mais où c'est que tu as entendu ça? Qui t'a dit ça? Il dit je viens juste de répéter une voix que j'ai entendue à l'instant. 4 ans, hein? Voilà. Ça, bon. C'était le premier phénomène médiumnique dont il est le souvenir. Alors déjà, communication avec autre chose, nous verrons avec quoi. Mais il faut quand même préciser dans le paysage du Brésil, si pour les gens qui s'intéressent à ce genre de sujet, on associe presque immédiatement le Brésil et le spiritisme, puisque le mouvement spirit y est très bien implanté. Hein. Il y a à peu près 10% de la population qui est spirit, plus ou moins. Enfin, c'est difficile de trouver les statistiques. Hein. C'est difficile. On peut dire qu'il y a à peu près 30 millions de personnes au Brésil qui ont déjà fréquenté un centre spirit. Ensuite, la religion au Brésil, elle n'a pas des frontières comme les nôtres, je dirais, c'est des frontières qui sont un peu perméables. Et beaucoup de personnes se déclarent à la fois et catholiques et spirites. Donc oui, c'est difficile d'avoir un décompte exact. Oui, mais il faut quand même préciser quelque chose. C'est que ce pays qui a changé quand même le paysage du spiritisme, dans ce pays-là, le spiritisme a longtemps été interdit. Tout à fait. En fait, sur le XXe siècle, pendant à peu près une cinquantaine d'années, il était interdit de faire du spiritisme. Donc pendant une grande partie de la production médiumnique de Chico Xavier, on va dire, c'était illégal de faire du spiritisme au Brésil. Alors ce qui est extraordinaire, parce qu'il nourrissait, il faisait du bien, il guérissait toute une partie de la population en pratiquant quelque chose d'interdit qui risquait de l'envoyer en prison. Tout à fait. Bon, alors nous revenons à notre petit Chico. Bon, première aventure, mais encore là, il n'est pas encore lancé. En plus, sa famille ne savait absolument pas ce que c'était que le spiritisme. Hein. Alors, dans un pays comme le Brésil, c'est difficile. Voilà, c'était dans un village reculé au Brésil. Le catholicisme est omniprésent et les idées spirites et spirituelles étaient absolument inconnues de tous. Hein. Bon, alors, les contacts vont quand même se préciser. Hein. Tout à fait. En fait, un grand élément déclencheur, ça va être à l'âge de 5 ans, il va perdre sa mère. Et il va devoir, son père est simplement un simple vendeur de billets de loterie au Brésil, donc il a très peu de moyens, et il a 9 frères et sœurs. Et donc il est dans l'impossibilité de subvenir à tous les enfants, et il va placer les enfants en fait, dans différentes familles, et Chico va aller vivre chez sa marraine. Ça va être l'horreur pour lui. Exactement, parce qu'en fait,
elle va sans cesse penser que Chico a le démon en lui, elle va le battre quotidiennement. Donc il expliquera par exemple que le matin, avant de prendre son café, il attendait la première raclée de la journée pour pouvoir ensuite prendre son café tranquillement, en pensant qu'il aurait un peu plus de temps avant la seconde. Et dans ces moments de détresse, en fait, il va repenser à sa mère, il va se mettre à prier à l'arrière-cour de cette petite maison, dans un jardin. Et c'est là que sa mère va lui apparaître en fait en esprit et il va discuter avec lui et va le consoler. Alors, dans un contexte, il faut quand même préciser, comme il n'a pas été élevé du tout dans cette religion, il ne sait pas que pour certains, les morts apparaissent, que les morts sont là, etc. Ça doit être quelque chose de stupéfiant, non? Oui. Moi, je pense que même en étant élevé dans cette religion, ça peut être Oui. stupéfiant. Oui, mais attends, il faut préciser quand même que on l'a plus ou moins obligé d'aller se confesser. Et ça s'est très mal passé. Voilà, Hein. il va se confesser plusieurs fois. Et en fait, il- le prêtre va lui dire qu'il ne s'agit pas de sa mère, mais qu'il s'agit du démon, en fait, qu'il ne peut pas s'agir de sa mère. Donc pour lui, c'est difficile. Toute son adolescence, en fait, il sera, on peut dire, d'une certaine façon, perturbé entre les choses qu'il voit, qu'il ressent, et les informations qu'il reçoit des gens qui lui sont proches, qui lui disent que, voilà, d'un côté, lui, il sent que c'est sa mère, et de l'autre, on lui dit que c'est le démon. Et toutes les influences médiumniques qu'il va recevoir, il sera même diagnostiqué pour une maladie, en pensant il avait une maladie de dégénérescence des nerfs, parce qu'en fait, il était sans cesse, alors le mot énervé, je ne sais pas comment le traduire exactement, mais il était toujours tendu à travers toutes les influences spirituelles qu'il pouvait ressentir dans tous les lieux où il se déplaçait. Ah oui, c'est pas évident. C'est pas évident à vivre. Hein. C'est comme s'il lui manquait une peau pour le contact avec le réel. Il était immédiatement en contact avec autre chose. Hein. Bon, alors avec le curé, ça se passe pas bien d'ailleurs. Avec les curés? Oui. Bah, si, alors Chico Xavier, il avait un respect profond pour l'Église catholique, qui était, comme il disait, sa mère, là où il avait créé son éducation religieuse. C'est un personnage qui n'a jamais en fait critiqué ni l'Église, ni le catholicisme, d'ailleurs ni aucune religion. Et s'il y a certains curés donc, qui vont être un peu durs avec lui, il y en a aussi d'autres hein, qui vont le comprendre et qui vont le soutenir. Oui, mais au début, on voulait absolument lui faire dire qu'il mentait. Hein. Tout à fait. Alors, dans son adolescence, ça a été un moment difficile. Oui, oui, bien sûr. Mm. Bon, alors quand même, avec le contact avec sa mère, c'est là qu'il commence à se familiariser avec cette possibilité. En fait, ce qui va se passer, c'est que les tensions sont devenues tellement fortes en lui, entre le discours de son père, du prêtre et le fait de voir sa mère, que sa mère va lui dire écoute, tu dois écouter le prêtre, tu dois écouter ton père. Et ce que je vais faire, c'est que je vais disparaître pendant quelques temps. Et donc les visions vont disparaître. Et elle lui annonce avant même de cette dernière vision, elle lui dit qu'un ange va venir pour l'aider dans la situation où il est avec sa marraine. Et effectivement, juste après, son père va se remarier avec une personne appelée Sidalia. Et la première chose qu'elle va faire, c'est réunir tous les anciens enfants du premier mariage. Et donc, quand il va découvrir cette personne, il aura 7 ans, il sera resté 2 ans chez sa marraine. Bah, quand elle va lui arriver vers lui en lui disant est-ce que tu sais qui je suis, il va dire oui, vous êtes l'ange envoyé par ma mère. Voilà. Et puis c'est comme ça qu'un peu vont s'arrêter les visions pendant quelques années. Ouais, quoique les rapports avec cette seconde femme ne sont pas extraordinaires. Alors, en fait, si, parce que c'est plutôt son père qui va pas accepter tous ces phénomènes autour de Chico, et Sidalia Batista va le soutenir en fait. Et notamment, il y a une anecdote intéressante, c'est elle n'arrive pas à envoyer tous les enfants à l'école, elle n'a pas assez d'argent. Ils commencent à faire un petit jardin où ils vendent les légumes sur le marché. Et avec la pointe d'argent qu'ils obtiennent, ils vendent, en fait, ils vont acheter le matériel pour l'école. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, les légumes commencent à disparaître. Et puis, Sidalia se rend compte un jour en fait que c'est la voisine qui vole les légumes. Et ne sachant pas comment affronter directement la voisine, elle va aller voir le petit Chico en lui disant bah, tu dis que tu vois les esprits, est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour le cas de cette voisine? Et effectivement, il y a un esprit qui va lui dire et tu as raison, Pas le braquer. il faut pas se braquer avec ses voisins. Et l'esprit va lui recommander de laisser les clés de la maison à la voisine
quand elle s'absente afin de surveiller le jardin. Donc la voisine responsabilisée par geste ne pourra plus lui voler les légumes. C'est excessivement intelligent d'ailleurs. C'est un piège formidable. Bon. Mais là, il est encore tranquille, si je peux dire, courageux parce que tout en allant à l'école, parce qu'on l'a obligé à aller à l'école pour le discipliner un peu, il continue à travailler pour gagner un peu d'argent. Hein. En fait, il est obligé parce que son père est tenté de l'envoyer dans l'asile psychiatrique, en fait, hein, ne comprenant pas ce qui se passe. Et c'est le prêtre qui va avoir une idée, c'est de le faire travailler, parce qu'un enfant qui rapporte de l'argent, mais ça rapporte plus qu'un enfant pour Qui est lequel dans un hôpital on doit payer un asile. psychiatrique qui coûte Exactement. cher. Oui. Et donc ce que va faire Chico, il va commencer à travailler dans une usine de textile qui se trouve à proximité. Et ça va être des journées assez difficiles, puisqu'en fait il va travailler de 1h, je crois, à 9h du matin. Donc pour un enfant, il fera ça de 8 à 12 ans à peu près. Ensuite, il va aller suivre l'école et après l'école, dormir. Donc en fait, ces journées sont complètement remplies entre le travail, l'école et dormir. Voilà, on peut quand même se demander si les phénomènes qui vont se déclencher ne sont pas dus à cette situation de fatigue et de tension extrême pour un gosse finalement, parce que c'est un gosse à l'époque. Alors comment est-ce que ça démarre vraiment? Alors l'élément clé en fait, c'est que parmi ses frères et sœurs, il a une sœur qui s'appelle Maria Conceição et qui va tomber gravement malade. Et tellement malade que les médecins ne peuvent rien faire. C'est comme si elle est possédée en fait. Et la famille de Chico Xavier va entendre parler d'un couple de spirites. Alors, à l'époque, ils vont entendre parler d'un couple de magnétiseurs. En fait, il s'agit d'un couple de spirites qui se situe dans un village voisin et qui arrive en fait à obtenir des guérisons dans ces cas de figure. Donc, ils vont les contacter. Et c'est là qu'en fait Chico Xavier va découvrir pour la première fois les livres de Kardec, le livre des esprits, l'évangile selon le spiritisme. Et oui, parce qu'il faut quand même préciser une chose. Si le spiritisme est né en France, il a quand même assez rapidement traversé l'Atlantique pour prospérer de façon hallucinante au Brésil. Hein. Beaucoup mieux, enfin, il y a eu un certain engouement pour le spiritisme au début, avec l'époque des tables tournantes, etc. Mais le vrai terrain sur lequel il s'est magnifiquement développé, c'est le Brésil. Hein. En fait, on peut dire qu'au Brésil et en Europe, on avait une situation à peu près égale avant les deux guerres mondiales. Et le spiritisme qui était quand même assez important finalement en France. Quand on regarde des livres anciens, on trouve des milliers de volumes traitant du spiritisme au XIXe siècle. Il va complètement disparaître. Et à peu près, juste un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, le spiritisme aura pratiquement complètement disparu en France. Et au contraire, à ce moment-là, c'est le moment où l'action de Chico Xavier au Brésil va le faire s'étendre complètement. On verra tout à l'heure pour quelles raisons, comme le spiritisme est très important, parce que ça renouvelle tout un pan de la foi. Ça amène tout à fait un autre regard sur les conceptions de l'au-delà, de l'enfer, entre autres, ça on en parlera. Et puis la conception de l'âme, de la survie, ou les spiritismes, qu'on s'y intéresse ou non, on est bien obligé de reconnaître que le spiritisme balaye d'un éclairage assez extraordinaire c'est le domaine de préoccupation. Mais ça, nous y reviendrons après avoir bâti l'ensemble de cette prodigieuse vie qu'est celle de Chico Xavier. Alors, donc la sœur malade, Chico prend contact avec Alors, la famille de Chico. La famille de Chico, oui. Avec les sociétés spirites. Ah, comment ça se passait en général, ce genre de réunion à l'époque? Alors ce couple va venir, ils vont diagnostiquer en fait l'obsession d'un esprit. Ce couple s'appelait José et Carmen Peracio et Carmen Peracio était elle-même médium. En fait, elle va voir un esprit et ils vont commencer à magnétiser la sœur de Chico et à faire des réunions régulièrement pour essayer d'apaiser cet esprit. Donc ça va durer quelques mois et au bout de 3 mois, la sœur sera complètement rétablie. Et devant l'enthousiasme en fait, du phénomène, les proches de Chico lui-même et les José et Carmen Peracio vont créer en fait un centre spirit directement dans la ville, Pedro Leopoldo. Et ça va commencer en fait par un message psychographié de Chico Xavier.
Alors, psychographier, si vous ne connaissez pas l'expression, ça veut dire dicter, dicter par un phénomène psy. C'est une écriture, un graphe, écriture, qui est vraiment dictée par l'esprit. C'est-à-dire le récepteur, le scribe, n'a n'a absolument aucune mainmise sur sa production. Voilà. Il obéit, c'est le scribe docile. Alors c'est le cas de Chico Xavier, on peut dire qu'il y a plusieurs degrés dans l'écriture automatique, plus ou moins conscient. Donc Chico Xavier dans son cas précis, c'est comme si sa main lui était étrangère. Et donc Carmen Perazzo qui est présente va voir un esprit qui désire communiquer avec Chico Xavier, va lui dire de prendre un stylo, une feuille, et il va assister à sa main écrire complètement d'une façon indépendante un message de 17 pages qui sera le premier message psychographié de Chico Xavier. Et en plus, il écrit très vite. Il écrit très vite. Alors on peut trouver des vidéos sur internet où on le voit en train de psychographier. Effectivement, c'est très rapide. Ouais. Mais quand vous dites que sa main lui semble étrangère, c'est un grand classique, si vous voulez, de ce type d'expérience. Moi, j'aime toujours à citer l'histoire de cette Rosemary Brown, cette brave ménagère anglaise, qui d'un seul coup, alors qu'elle ne savait pratiquement pas jouer de piano, s'est mise à composer des œuvres qui ressemblaient fortement à du Liszt, à du Rachmaninoff, et elle disait c'est Liszt, ou c'est Rachmaninoff, ou c'est Tchaïkovski, ou c'est Beethoven qui viennent me dicter des œuvres pour piano. Ça a quand même, certaines de ses compositions ont quand même bluffé des experts. Et il y a une séquence que je trouve tout à fait irrésistible, parce que cette brave Margaret Brown, Rosemary Brown, qui était vraiment pas douée, bon, elle ne savait pas très bien jouer, bon, c'est pas un péché, elle n'avait pas de jolies mains. Mais quand on la voyait jouer du Liszt, et du Liszt qui demande quand même une grande virtuosité et des mains agiles, on voyait ses petits doigts boudinés courir à toute vitesse. Alors je précise quand même que Liszt avait des mains très grandes. S'il est normal pour quelqu'un de faire l'octave, do, ré, ou un peu plus, do, ré, etc., Liszt, par exemple, faisait le do, fa. Bon, il avait des mains très grandes. Ce n'était pas le cas de Madame Brown. Et elle disait, Liszt s'est faufilé à l'intérieur de mes mains comme s'il avait enfilé un gant. Moi, je trouve l'image particulièrement réussie et parlante. Bon, alors c'est le cas de Xavier, de Chico Xavier, où des esprits, on ne peut pas dire autre chose, enfin, les entités, semblent investir son cerveau, parce que quand il écrit sous dictée, il n'y a que lui qui entende le message qui passe dans sa tête et que sa main va se mettre à rédiger, ou quelquefois on entend la voix à l'extérieur. En fait, il va expliquer que, un peu plus tard, parfois, par exemple, quand il écrit un livre et qu'il raconte une histoire, c'est comme si pendant qu'il écrit, il voyait un film de l'histoire qu'il est en train d'écrire. Parfois, il est même pas présent. C'est-à-dire son esprit est ailleurs, en train de faire autre chose, et son corps est présent, seul, en train d'écrire. Mais c'est encore une chose qu'on trouve chez d'autres médiums spirites qu'on a bien étudiés au Brésil, qui sont les peintres. Et je vois par exemple le cas de Gasparetto, qui a fait toutes sortes de toiles qui avaient l'air d'être du Renoir, du Toulouse-Lautrec, etc. Il ne regardait pas, sa main se mettait à peindre à toute vitesse, on voyait sa main plonger vers un petit pot de peinture, etc. Et on lui a fait même peindre des tableaux qui étaient mis sous la table, c'est-à-dire que le peintre ne voyait pas sur quoi son pinceau allait déposer de la couleur. Il travaillait sous la table sans rien voir, on sortait et la toile était peinte, et dans le parfait style de l'artiste qui l'aurait inspiré de l'au-delà. Ce sont comme des phénomènes assez dérangeants, tout ça. Bon, alors notre psycho, notre Chico, je vais dire, commence à écrire quand, comment, pourquoi. Alors, il va commencer à produire des textes médiumniques, par psychographie. Il va y avoir surtout deux types de textes au départ. Il va y avoir d'une part ce qu'on pourrait appeler des ordonnances. Alors, il ne s'agit pas d'ordonnances médicales, puisque ça serait passible, comme au Brésil comme en France, d'exercice illégal de la médecine. Les esprits vont dicter en fait des remèdes à partir de plantes ou d'homéopathie.
Alors ça peut surprendre, mais en fait, il n'y a pas de médecin à l'époque dans cette ville, Pedro Leopoldo, qui a 5000 habitants, et dans les villages aux alentours non plus. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont venir le consulter pour obtenir ce type d'ordonnance. Et ces prescriptions ont du succès, hein. Tout à Ça fait. marche, hein. Les gens sont guéris. Bon, oui. Il y a une anecdote intéressante d'ailleurs d'une personne qui reçoit une prescription d'un médicament à prendre pendant 30 jours. Et donc c'est écrit exactement que cette prescription est à prendre pendant 30 jours. Et puis il y a le nom d'une plante. Et cette personne n'a pas les moyens de les acheter. Et relisant la phrase, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper la prescription en 30 petits morceaux de papier qu'elle va avaler chaque jour avec un verre d'eau. Et ça Et marche. ça va marcher. Ah, les miracles de l'esprit sont quand même insondables. Les possibilités de l'esprit, oui. Voilà. Et puis il y a un deuxième type de message qui va arriver, c'est des poèmes. Il va commencer à recevoir énormément de poèmes. D'abord, il n'y a pas de nom au bas de ces poèmes pendant la première année. Et au bout de 2 ans, il commence à avoir des noms qui s'inscrivent. Et en fait, il s'agit des plus grands noms De littérature. lusophones. Oui. Donc lui, il va s'interroger parce il aura fait que l'école primaire, en fait. Il aura étudié que 5 ans. Et en fait, la cinquième année, il l'aura redoublé parce qu'il était constamment malade. À cause de son travail dans la fabrique de textile, il avait développé une maladie au poumon. C'est pour ça qu'il avait dû arrêter au bout de 5 ans. Et trouver un autre travail et arrêter complètement l'école, en fait. Donc à l'âge de 12 ans, il avait complètement arrêté l'école. Donc il se retrouve face à ses poèmes utilisant des mots qu'il ne connaît pas. Et il a un doute finalement sur leur valeur. Et il va envoyer ses poèmes à une personne à Rio de Janeiro qui s'appelle Manuel Quintan et qui est le président en fait, de la Fédération Spirit brésilienne, mais qui est aussi poète. Et quand ce Manuel Quintan va recevoir ces messages, il va être absolument sidéré en pensant Que ce sont de véritables textes de ces auteurs. Hein. exactement. Et comment un jeune homme qui n'a pas encore 20 ans, qui se retrouve dans un coin perdu au Brésil, qui est sans éducation, comment il peut recevoir de tels messages? Donc il va proposer à Chico de faire une publication de ces messages sous la forme d'un livre. Donc le premier comportera 57 poèmes, qui va s'appeler Parnasse d'outre-tombe. Et alors signé du nom des auteurs qui leur est inspiré de l'au-delà. Tout à fait. Alors cette histoire va déclencher quelque chose de tout à fait étonnant comme histoire. C'est-à-dire que il publie des œuvres signées Pessoa ou n'importe quel écrivain, grand écrivain, qui se vendent très bien, qui sont lus par les Brésiliens, qui sont lus par les critiques littéraires. Les critiques littéraires sont quand même surpris parce que ces textes n'ont pas l'air d'être de mauvais à la manière d'eux. Ça a l'air d'être vraiment de l'auteur, c'est-à-dire des textes qu'on aurait retrouvés. Et le journal brésilien, o Globo, qui est l'équivalent du Monde, a une excellente idée. C'est d'envoyer un espion, envoyer Chico. Racontez-nous cette histoire qui est quand même assez extraordinaire. Ouais, alors quand le Parnasse est sorti, effectivement, ça fait un scandale dans les journaux. Parce qu'en fait, comment un jeune homme pouvait produire ça? Ça a été vraiment la première fois dans les journaux au Brésil qu'on a parlé de spiritisme. Et beaucoup d'auteurs ont pris parti pour Chico en disant s'il a vraiment produit tout ça lui-même, il mérite d'avoir autant de chaises qu'il veut à l'Académie brésilienne des lettres. Et donc c'est ce qui va déclencher la venue de ce reporter qui s'appelle Clementino de Alencar. Et lui va rester 3 mois aux côtés de Chico Xavier, Pedro Leopoldo. Un espion à domicile pendant 3 mois qui va surveiller nuit et jour ce que fait le malheureux Chico. Voilà, un espion qui est bien reçu. Hein. Oui. Donc il va l'accompagner dans toutes les réunions. Il va suivre en fait sa production médiumnique, comment il travaille, et il va aussi s'immiscer dans le travail en posant lui-même des questions. Donc à travers ses contacts à Rio, il va demander aux plus grands spécialistes de chaque grande spécialité, comme la médecine, la biologie, la physique, il va leur demander de poser des questions très précises qu'il va soumettre à Chico Xavier et dont les réponses vont bluffer chacun de ces émetteurs. Il va même il va pousser le vice en posant des questions mentales et il va notamment penser à un moment à recevoir un message en anglais et Chico Xavier va psychographier. Qui ne parle pas anglais, bien sûr. Qui ne parle pas anglais. Va psychographier un message. Non seulement il va le psychographier en anglais, donc à une question mentale. Déjà, c'est pas simple.
Et ensuite, il va Il psychographier écrit à l'envers. à l'envers. C'est-à-dire qu'il écrit de droite à gauche. Et il faut un miroir pour pouvoir lire le message. Léonard de Vinci écrivait beaucoup comme ça. Ouais. Et c'est un bon moyen quand on s'ennuie dans un cours. Moi, c'est ce que je faisais à la Sorbonne. Quand je m'ennuie dans un cours, j'ai pris l'habitude de prendre mes notes de droite à gauche. Et finalement, on s'y fait très vite quand on s'y entraîne. Tandis que lui, il s'était pas entraîné. Et puis en plus en anglais. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Et puis la question mentale. Bon. Alors, continuons donc l'espionnage de Chico. Comment est-ce que ça se passe? Donc ce que va faire Clémentine Alencar, c'est qu'il va chaque jour envoyer un article pour le journal ou Globe expliquant ce qui se passe. Et au fur et à mesure des articles, il va finalement prendre position en disant qu'il n'y a pas de supercherie possible. Et que, il avait examiné surtout la bibliothèque de Chico, bibliothèque inexistante. C'est-à-dire ces grands auteurs qu'il semblait plagier ou qu'il inspirait, il n'en possédait pas le moindre volume. Il ne les avait jamais lus de toute façon. Hein. Et de toute façon, il n'y avait pas de bibliothèque dans ce village. Oui. Voilà, donc le problème en fait va venir du fait que ça va faire beaucoup de publicité autour de Chico. Et il va y avoir de plus en plus de personnes venant de tout le Brésil pour venir assister aux séances. Et Chico va être un petit peu gêné par ça parce qu'il ne veut pas de publicité autour de son nom. Comme il l'éclaira dans la préface du Parnasse d'Outre-Tombe, il n'est pas venu, il n'a pas fait ses messages pour se faire un nom et il veut le plus possible rester dans l'intimité. Donc il va en parler avec Clémentino Alencar et au bout de 3 mois, respectant sa volonté, en fait, Clémentino va arrêter en fait finalement son espionnage. Mais Clémentino donne un détail quand même intéressant, parce qu'il faut bien se dire que la production extravagante de Chico Xavier, quand on a publié plus de 470 livres, vous voyez un petit peu ce que ça représente, ça prend du temps, même s'il écrit très très vite. Or, cet homme, toute sa vie, a dû travailler pour gagner misérablement sa pitance. Et le journaliste au Globo dit, mais c'est bien simple, je le voyais pendant qu'il va au travail sur sa, je sais pas, avec son cheval, sa charrette ou je ne sais pas quoi, il est en train d'écrire sous dictée. Alors, sur le chemin faisant, il n'est pas en train de lire un livre, il n'en lit jamais, mais il écrit sans cesse, sans cesse. Cette production, donc, vient de façon, on peut dire, continue. Alors, on va faire une petite pause, on va savoir d'où elle vient, cette production. Ah, comme ça va mieux dès qu'on entend de la musique brésilienne. Alors, Michael, vous me disiez que c'était un compositeur qui aimait beaucoup, qui affectionnait beaucoup Chico Xavier? Il s'agit d'Elis Regina. Oui. Et effectivement, c'est une des chanteuses préférées de Chico Xavier. Ah, c'est la chanteuse. Une des chanteuses préférées. Une des chanteuses préférées. Bon. Alors, nous sommes toujours sur Radio Ici Maintenant, 95.20. Marie-Thérèse de Brosse qui parle avec Michael Ponsardin de cet extraordinaire personnage qu'est Chico Xavier. Alors dites-moi, Michael, Chico va continuer donc son abondante production littéraire. Alors, tout de suite, on peut se demander, mais d'où est-ce que ça lui vient? D'après ce qu'il peut voir lui du monde spirituel, des esprits. Oui, ça fait partie du dogme des spirites, ça, oui. Tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage que lui voit fréquemment, qui est une sorte de guide spirituel, qui va ordonner en fait parmi toutes ces personnes, on peut dire dans le monde spirituel, qui va avoir la possibilité d'écrire à travers Chico. Parce que ça se bousculait au portillon de passer par le canal de Chico? En fait, Emmanuel va expliquer que tout n'est pas facilement explicable tout de suite. Bien sûr. Et qu'il faut y aller par étapes. Et qu'il va y avoir un peu une sélection des esprits et de ce qui va pouvoir être dit à travers les livres. Oui. Alors, dans le cas de Chico Xavier, à un moment, il sait qu'il inspire. Alors lui, il voit les esprits autour de lui. Oui. Il va en voir un en particulier quand même. Comment est-ce que Emmanuel, j'ai lâché son nom, tant pis. Ah. Mais comment est-ce qu'il va identifier celui qui va être son guide? En fait, il est en train de se promener dans un espace vert de la ville.
et il va voir en fait dans le ciel comme une croix se détacher et s'avancer vers lui et un personnage assez imposant en sortir qui va se nommer Emmanuel. Alors, 2 mètres de haut, quelqu'un d'assez athlétique, et qui va lui demander s'il est disposé à travailler la médiumnité au nom de Jésus. Quel âge a Chico à l'époque? Alors cela se passe en 1931, donc Mhm. le Parnasse d'Outre-Tombe, c'est l'année du Parnasse d'Outre-Tombe, et Chico Xavier a 21 ans. D'accord. Donc lui il va lui répondre, oui, si vous m'en jugez digne finalement, mais est-ce que vous pensez que je puisse le faire? Et Emmanuel va répondre, tu en es parfaitement capable à condition que tu respectes les 3 points basiques de la médiumnité. Et Chico va demander quel est le premier. Emmanuel va dire c'est la discipline. Et quel est le second? Et à nouveau il va lui dire la discipline. Et quel est le troisième? Et encore la discipline. Donc ça c'est intéressant parce que on a parfois nous l'impression que les médiums ont une vie un peu facile, euh, que, que- qu'il suffit de prendre un papier, un stylo, d'avoir des inspirations, de pouvoir écrire des choses. Et en fait c'est pas du tout ce qu'on étudie la voix de Chico, c'est pas du tout ce qu'on ressent. Au contraire, lui, il va s'imposer une discipline de tous les jours extrêmement stricte pour pouvoir produire tout ce qu'il va produire. Alors ça consiste en quoi cette discipline? Alors déjà, c'est quelqu'un qui va dormir peu et tout le temps éveillé, il va pratiquement intégralement le consacrer au spiritisme. Alors soit écrire des livres, soit à travers des séances spirites dans les centres, dans le centre dans lequel il va participer. La, les ordonnances, les prescriptions qu'il va recevoir, et beaucoup de gens, de plus en plus au fur et à mesure des années, qui vont venir le voir pour lui demander des conseils et auxquels il va donner des orientations. Oui. Ça, nous restons toujours dans le domaine de l'enseignement qui passe directement de on ne sait pas où à la tête de Chico. Mm. Mais il y aura également un autre enseignement puisqu'il va quand même aider les gens. Il va pas simplement aider les gens par des écrits, il va aider les gens pour les remettre psychiquement en état, pour les remettre physiquement et médicalement en état. Enfin, il y a quand même différentes manifestations. Alors, dès l'ouverture du centre, il va y avoir 2 aspects sur l'aide aux personnes. Il va y avoir l'aspect de la charité. Donc, dès l'ouverture du centre, les esprits vont lui demander d'aller distribuer des pains aux plus pauvres. Alors lui va être étonné parce qu'il dit attendez, déjà nous dans notre famille on mange pas tous les jours. Et là, vous me demandez en plus d'aller distribuer des pains, et comment vous voulez que je trouve les moyens? Et l'esprit vous dit, t'inquiète pas, les moyens viendront. Effectivement, il va commencer par distribuer 2 petits morceaux de pain la première semaine, et au fur et à mesure des années qui vont passer, ça va prendre une proportion inimaginable. Et la deuxième aspect d'aide aux personnes, ça va être à travers notamment ce qu'on va appeler les réunions de désobsession. Alors, Alors il faut expliquer quand même parce que le vocabulaire spirit est un peu particulier. L'obsession, ça veut dire le chevauchement, l'habitation. On est habité par quelqu'un, hein, l'obsession. on va dire une perturbation. Voilà, oui. Habiter, non, parce que l'esprit n'est pas vraiment dans le corps. On a parfois cette impression dans la possession que l'esprit prend possession vraiment du corps. C'est pas le cas dans le dogme spirit. Mais il va expliquer ce que c'est l'obsession, il va la dédramatiser aussi. C'est-à-dire que l'obsession, par exemple, quand on décède, on continue à avoir les mêmes passions, les mêmes tendances. Car par exemple, quelqu'un qui a tendance à boire beaucoup, en tant qu'esprit, il continuera à avoir ce besoin de boire. Il va venir s'attacher à des personnes qui ont aussi cette tendance et il va les inciter à boire pour pouvoir, en quelque sorte, boire à travers elles. Voilà, c'est un peu, on peut dire, assez basique comme Mhm. explication. Et ça peut aller très loin. Ça peut être aussi des sentiments de vengeance, des personnes qui sont connues, euh, Qui se sont haïs, qui se sont haïs, qui se sont querellés, qui se sont tués même. exactement, et qui ensuite poursuivent des vengeances. Alors Chico disait, la haine, c'est l'amour qui est tombé malade. C'est joli comme formule. C'est, voilà, il va dédramatiser l'obsession en expliquant qu'en fait, c'est un phénomène naturel. Kardec, déjà en 19e siècle, avait un peu euh, expliqué ce qu'était l'obsession. Mais la différence que va apporter Chico, c'est il va vraiment nous dédramatiser ça dans le sens où on, a- on peut se dire, oh là là, mais s'il y a des esprits partout, certains sont méchants, ça veut dire qu'ils peuvent à tout moment venir près de moi et me créer du mal.
Est-ce qu'il ne Qu'est-ce faut que je dois est-ce qu'il faut faire, pas oui. mettre une distance avec les personnes Ah qui oui. sont obsédées finalement, plutôt que d'essayer de les De- aider? Et lui va expliquer qu'en fait non, c'est simplement une loi naturelle de rééquilibre et que ces esprits qui sont là et qui perturbent les personnes incarnées, on peut aussi les aider finalement à se rééquilibrer eux-mêmes et à rééquilibrer le couple finalement, le couple de l'incarné et du désincarné. Et que les désincarnés comprennent qu'il est désincarné. Alors certains ne savent pas qu'ils sont désincarnés, certains le savent très bien et profitent de cette situation pour créer de la souffrance chez la personne envers laquelle ils ont des griefs. Donc en fait, le travail de désobsession que va faire Chico, c'est qu'il va incorporer ces esprits euh, qui obsèdent et une personne, alors à l'époque, ça sera surtout son frère, José Xavier, va répondre à ces esprits et va quelque part leur montrer que en continuant sur ce chemin, ils se créent plus de mal à eux-mêmes qu'à la personne à laquelle ils veulent faire du mal. Oui. Curieux lien d'ailleurs entre Chico et son frère, hein, puisque Chico va utiliser son frère quand même à un moment. Alors ça c'est José Xavier, ce frère qui répond, et il a un autre frère qui s'appelle André Louis. Ah oui, c'est André Louis, oui. André Louis, Laquelle... l'autre qui est le plus important d'ailleurs hein, dans la vie de Chico. Bon, alors, nous en venons à ce que je veux que vous arriviez à nous définir, c'est-à-dire qui est à l'origine de ces textes inspirés que va produire sans cesse Chico. Alors, vous parlez, il aurait vu une fois une grande haute silhouette d'un personnage qui lui dit est-ce que tu es d'accord pour travailler Bon, très bien, ça nous savons, nous vous avons entendu. Mais qui est ce personnage? Alors ce personnage, il va produire des livres en fait, à travers Chico Xavier, des livres autobiographiques où il va raconter ses vies passées. Donc on devrait savoir soi-disant qui c'est. Exactement. Donc le premier livre où il va raconter, ce livre s'appelle Il y a 2000 ans, et c'était un sénateur romain dénommé Publius Lentulus, et qui était une personne très orgueilleuse, dont la fille était malade et qui va être en fait muté en Judée à l'époque du Christ, et qui va rencontrer le Christ pendant quelques minutes. Et en fait, cette rencontre va être déterminante pour lui, il va modifier tout le reste de sa vie. Parce qu'il va avoir une hésitation entre accepter ce qu'il entend du Christ, le Christ qui va guérir sa fille, et continuer avec l'orgueil romain et ne pas suivre, ne pas se proclamer chrétien, ne pas suivre l'exemple du Christ. Donc c'est la deuxième option qu'il va faire, et il va raconter en fait toute la souffrance qui va lui arriver de ne pas avoir suivi à ce moment-là donné la voie de l'humilité quelque part, et toutes les vies qui vont s'en suivre, où il va euh, finalement souffrir pour récupérer ce moment-là. Alors, nous sommes donc avec un personnage romain du 1er siècle de notre ère, puisqu'il est contemporain du Christ. Est-ce qu'il y a une lecture un peu historique pour voir si ce texte était à peu près cohérent avec ce que nous connaissons de l'époque romaine de cette époque? Alors, c'est cohérent, et il va produire plusieurs textes, dont un où l'histoire se passera à Lyon et qui racontera l'histoire des premiers chrétiens qui vont être martyrisés. Et effectivement, les lieux, les descriptions, la connaissance de la Judée, la connaissance de la ville de Lyon que Chico va mettre dans ses livres, c'est assez sidérant. On a l'impression, dans le vocabulaire, dans toutes les descriptions, qu'il a vraiment vécu. Et assisté à ça, oui. Alors, j'aurais une question aussi, si vous permettez. Bien sûr. Cet esprit s'exprime dans quelle langue? Alors, il s'exprime en portugais. Et en fait, c'est une excellente question. C'est que cet esprit, en fait, dira que dans ces villes a été Manuel da Nóbrega. Alors, en France, ça ne nous parle pas. Mais au Brésil, c'est très parlant. En fait, c'est un des prêtres jésuites qui a fondé la ville de São Paulo. Et il va expliquer donc d'un missionnaire. Exactement. Et il va expliquer que la vie avant d'être le guide de Chico Xavier, il va être aussi réincarné au Brésil dans une vie très courte où il va être prêtre. Et cette vie, c'était nécessaire en fait pour qu'il domine la langue portugaise de l'époque brésilienne, puisqu'elle a été un peu légèrement modifiée par rapport au portugais du XVe siècle. Donc c'était de l'ancien portugais.
Il va être incarné au Brésil le Oui. siècle avant la naissance de Chico Xavier et il va effectivement s'exprimer en portugais. Qui n'est pas exactement le portugais que parle un Brésilien de cette époque-là, un Brésilien contemporain alors. Alors, pas le même portugais qu'à l'époque où Oui, était oui, bien Manuel sûr, Vadobreia. évidemment, oui, oui, d'accord. Bon, nous continuons la vie de ce personnage qui a eu quand même un certain nombre d'autres incarnations, je crois. Alors il Le a fameux été Manuel. 50 ans, il a écrit un deuxième livre qui s'appelle 50 ans après, où il raconte qu'il est en fait un esclave juif à Rome. Il va, il va entendre les- la vie de Jésus, des paroles même de Jean, l'évangéliste. Et ensuite, il va être réincarné une première fois à Lyon à l'époque des premiers chrétiens, et il sera à nouveau réincarné comme prêtre au Moyen Âge. Il a souvent été prêtre. Et il se souvient toujours de ses vies antérieures. Ah. Pourquoi est-ce qu'il a tellement besoin de se réincarner sans arrêt, comme ça? Curieux, non? Il y a quand même, on voit en fait une évolution entre le premier, il y a 5 livres qui décrivent ses vies. On voit en fait qu'il y a vraiment une évolution du personnage. Plus à chaque vie, il est plus euh, Spiritualisé. spiritualisé, évolué. Je ne sais pas comment Oui. décrire ça. Encore une fois, est-ce que les historiens ont regardé un petit peu? Je dis, on demandait là-bas, parce que ce sont des ouvrages qui ne sont pas traduits en français. Alors, je sais qu'il y a eu des recherches notamment sur le nom de Publius Lentulus. Donc ces noms-là ont été retrouvés parce qu'il cite aussi beaucoup de personnages dans son entourage. Et quand il était Publius Lentulus, il a un rêve d'avoir été encore un autre sénateur romain auparavant. Oui. Et avec encore un autre nom, effectivement, on va retrouver ces noms. Alors après, c'est difficile j'ai pas d'exemple où on a confirmé avec les dates, hein, sincèrement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est fait dans le cadre d'un homme modeste qui n'a aucune culture grecque et romaine, enfin romaine en tout cas. Donc on ne peut pas dire qu'il a été influencé inconsciemment par l'univers culturel dans lequel il baignait. Non. C'est ce qu'on peut dire en tout cas. Hein. Bon. Alors, c'est le seul guide qu'il va avoir? C'est le guide qui va faire du tri après parmi les différents esprits qui vont se communiquer à lui. Donc il y a un autre esprit très célèbre qui va se communiquer à lui, qu'on va appeler André Louis dans un premier temps. En fait, c'est un médecin brésilien qui va commencer à apparaître à Chico Xavier en 1941. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant 2 ans, il va rester aux côtés de Chico Xavier sans jamais intervenir. Et Chico Xavier va le voir à toutes les séances, constamment présent à côté de lui. Il va s'interroger auprès d'Emmanuel, mais c'est qui ce personnage finalement? Qui est toujours là, oui. Sans rien faire. Et en fait, Emmanuel a expliqué que c'est quelqu'un qui a un travail médiumnique important à faire, mais qu'il a besoin de se syntoniser avec les vibrations du médium. Et ce travail de syntonisation, pour que le message qu'il va donner soit le plus précis possible, il a besoin d'être complètement en harmonie avec le médium. D'où sa présence continuelle auprès de Chico Xavier. Et alors, cette observation va durer combien de temps, enfin, et quand est-ce que va se faire le véritable contact? Donc 2 ans, et en 1943, il va commencer à écrire un livre qui s'appelle Nos Soulars. Ça sera le premier d'une série de 13 livres. Alors là, je dois avouer, c'est le seul que j'ai lu, et je dois avouer que j'ai été totalement passionnée. Je ne m'attendais pas à ça, parce qu'on a toujours un peu peur quand on lit des textes spirites. Excusez-moi, hein, parce que vous êtes spirit, je ne veux surtout pas vous blesser, mais on a peur de tomber dans du bisounours, plein de bons sentiments, gentillet, etc. Et là, on trouve un univers d'une créativité absolument extraordinaire. C'est un univers à la fois de science-fiction. Je résume très brièvement, vous me corrigez, mais c'est l'histoire d'un médecin qui meurt, qui arrive là-haut, mais il arrive là-haut malade. Donc il va être dans un hôpital où on guérit le corps de l'âme, si je peux dire, hein, puisqu'il est déjà mort, c'est pas son corps physique normal. Et on guérit ce médecin. Et le livre se passe dans une ville de science-fiction
qui est au-dessus du Brésil. Et au point de vue gadget, inventivité, on trouve tout. On trouve tout. C'est un mélange de zen, de New Age et surtout de science-fiction, avec des transports révolutionnaires, avec des échanges entre les êtres qui sont tout à fait passionnants. Ce livre, d'ailleurs, a inspiré un film qui est très beau, hein, que vous pouvez trouver sur le net, gratuitement d'ailleurs. Hein. Oui. Bon, c'est comme ça que je l'ai vu. Ce film qui porte le titre même du livre, hein, Le Solar, c'est ça? C'est ça. Je le dis très mal. Alors là, on fait encore une petite parenthèse. Moi, j'adore les parenthèses. Les Américains ou les Brésiliens ont fait une adaptation, n'est-ce pas, de ce roman, de ce livre, qui a fait un véritable tabac au Brésil. Hein. Oui. En fait, il est sorti en 2010, la même année qu'Avatar. Et en fait, le film qui a fait le plus d'entrées cette année-là au Brésil, c'est No Solar devant Avatar. Alors que dans le reste du monde, Avatar était numéro 1. Oui, alors moi je dois que j'ai été totalement passionnée par ce film, qui curieusement n'en est jamais sorti en France. C'est vraiment très, très prenant. Hein. Où on voit d'ailleurs dans sa vie future, ce médecin garde toutes ses capacités, sa science de médecin. Et c'est intéressant parce qu'on voit très souvent au Brésil, comme dans d'autres pays, nous parlions tout à l'heure hors antenne du cas de Chapman, le médecin anglais qui s'est réincarné et qui, dans un chirurgien anglais, et qui l'a aidé considérablement à réussir des opérations, des traitements, etc. Bon. André Louis donc va rester médecin et il va demander quand même s'il lui est possible de revoir sa femme. Le souvenir est un peu loin dans ma tête, mais il demande s'il peut revoir sa femme sur Terre. Alors on lui permet parce qu'il était sage, il était bien guéri. Et là, horreur, il vient sur Terre et qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Que sa femme est au lit avec un monsieur qui l'a remplacé. Alors là, il est crucifié de jalousie. Et c'est pas gratuitement que je raconte cette histoire, c'est que, après ça il va revenir, je vous épargne toutes les péripéties. Et l'amant, le rival, est très malade. Et André Louis, qui a fait quand même un beau chemin spirituel, eh bien, se sert de sa connaissance de la médecine pour soigner son rival. C'est ça. Hein. Bon. C'est ça. Mais ça, c'est un petit fragment de l'anecdote qui n'a pas d'importance. L'importance, c'est la vie telle que Chico Xavier, enfin, ou son guide, nous la destine dans un espèce d'au-delà. Alors là, ça ne peut se comprendre que si on connaît un petit peu le catéchisme spirit quand même. Parce que les liens entre les êtres, les différents états de l'homme une fois qu'il est mort, ne peuvent se comprendre que si on a la notion du périsprit. Hein. Vous voulez vous développer un petit peu ces notions? Le périsprit, c'est un mot inventé par Allan Kardec, en fait, pour désigner ce qu'on pourrait appeler le corps spirituel, c'est-à-dire ce qui serait l'intermédiaire entre l'âme et le corps physique. Si l'âme est quelque chose de complètement immatériel, il faut bien que comment elle peut agir sur le corps physique finalement et comment les pensées qu'on a peuvent avoir une répercussion sur nous. Comment quand on est en stress, d'un coup, on peut avoir par exemple une boule au ventre. Oui. Comment cette répercussion se fait? Elle se fait à travers ce que Allan Kardec va appeler le périsprit, voilà, exactement, oui. Un corps spirituel. Et ces esprits qui se retrouvent dans le monde spirituel, ça va être la leçon de No Solar, c'est que finalement, ils n'ont pas du tout au départ l'impression d'être dans un monde spirituel, parce qu'ils voient ce corps, et pour eux il est réel, il est tangible, et ils ne voient pas la différence avec leur ancien corps. Surtout qu'ils vont prendre des routes, monter dans des véhicules, etc. En plus, c'est pas du tout un au-delà désincarné, de petits nuages avec des anges. Hein. Ça n'a rien à voir. Tout à fait. Même les spirites à l'époque ont du mal à accepter ce livre, hein, parce qu'en fait, dans les descriptions faites par Allan Kardec, on a vraiment un monde spirituel éthérisé, en quelque sorte, dématérialisé, on peut dire. Et mais en fait, doublé de matière pure et dure, voilà, quand même. Ça va être la leçon en fait, des livres d'André Louise, c'est que finalement,
on a besoin d'une étape intermédiaire. On ne pourrait pas vivre, nous, directement dans un monde complètement spiritualisé, parce qu'on est très proche de la matière. On a besoin d'étapes. Voilà, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, Oui. dit Jésus, c'est un peu ça. C'est que finalement, il y a des mondes qui ressemblent complètement aux nôtres et on a besoin d'avoir des maisons, des hôpitaux, on a besoin d'avoir des écoles, des structures qui continuent, qui nous fassent une transition finalement. Oui, parce qu'il y a des développements tout à fait étonnants. J'ai découvert ça en feuilletant. Chico Xavier décrit le nombre de... Comment ça s'appelle ça? Des cités spirituelles où il y a des hôpitaux, où il y a des... Nossolar est une cité spirituelle justement. Nossolar en portugais ça veut dire notre foyer. Oui, mais il n'y a pas que celle-là, hein. Il y en a Et des il y en a tas. plusieurs en fait au Brésil, en France, un peu partout dans le monde, où les êtres désincarnés s'organisent en fait et construisent des cités comme nous. Oui, c'est ça que c'est formidable, c'est ce côté science-fiction qui ne correspond tellement pas à notre imaginaire de la vie dans l'au-delà tel qu'on nous l'a présenté traditionnellement dans les grandes religions, hein. Je ne parle pas de ce ciel peuplé de houris qui attendent les guerriers islamistes assassins, mais c'est un univers tout à fait étonnant auquel vous adhérez, ça fait partie de votre... En fait, ce qui est intéressant, c'est que la notion, parce qu'on en parlait, de paradis, d'enfer, en fait, elle est complètement intérieure. Et par exemple, ce personnage, André Luis, quand il décède, eh ben, il se retrouve dans ce qu'on va appeler le seuil, c'est-à-dire vraiment une étape intermédiaire entre cette cité Nossolar et le monde dans lequel on vit. Un endroit vraiment difficile où il va avoir beaucoup de souffrance. Un endroit où il a besoin en fait de décharger de tous ses préjugés. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, lui, on va lui dire qu'il est arrivé dans la condition de suicider. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'accepte pas parce qu'il a eu une crise cardiaque. Et il dit, je ne suis pas suicidé. Ils lui font, si, tu as été suicidé parce qu'en fait, à chaque fois que tu avais ton comportement, tes crises de colère, c'est ça qui, en toi, a déréglé ton organisme et t'a conduit ici. Et tu n'aurais jamais dû mourir si tôt. Et donc c'est intéressant, c'est qu'en fait André Louise il va avoir ce propre enfer finalement en lui au début qu'il arrive, il n'accepte pas cette situation, il accepte par orgueil et sa situation de médecin au début, il n'accepte pas qu'on ne le laisse pas s'occuper des personnes qui sont malades. Oui. Et il essaye et il se rend compte qu'en fait même toute sa science ne le suffit pas en fait. Et tout le livre en fait c'est sa remise en question, c'est un peu son rééquilibrage finalement où il va commencer de l'enfer où il était parti en lui-même, il va essayer de retrouver une certaine stabilité, une certaine paix et finalement à la fin du livre, comme vous l'avez dit, il se sent suffisamment en paix pour pouvoir même aider l'homme qui l'a remplacé dans sa famille. Et c'est là que finalement il trouve ce qu'on pourrait appeler un début de paradis, puisque il aura encore besoin de nombreuses choses à apprendre pour être complètement en paix. Oui, je fais un petit peu le rapport, je sais que ce n'est pas un auteur que vous connaissiez, mais avec les livres de ce psychiatre américain que je trouve tout à fait passionnant, qui s'appelle Michael Newton. Je me suis empressée d'oublier les titres de ces ouvrages que vous trouverez facilement sur Google. Michael Newton étant un psychiatre américain, fort peu concerné par les problèmes de spiritualité, qui a eu la surprise de voir arriver à sa consultation plusieurs patients et plusieurs patientes qui lui racontaient tous les mêmes drames qu'ils vivaient, c'est-à-dire leurs souvenirs non pas de vie antérieure, mais de l'époque tout à fait curieuse qu'ils ont vécue entre le moment de leur mort, et leur moment de leur réincarnation suivante. Alors, Newton, pour lui, c'est vraiment aberration, superstition, etc. Se demande, mais pourquoi est-ce que moi qui ne suis concerné par ce genre de problème, c'est vraiment qu'arrivent ces patients qui ont tous ce genre d'expérience dont ils disent avoir gardé le souvenir. Ça l'a piqué au jeu. Et du coup, il a écrit ses livres pour raconter ses expériences. Et on s'aperçoit que ce n'est pas une plaisanterie de mourir, c'est-à-dire mourir, c'est rien, mais ce qui n'est pas une plaisanterie, c'est l'effroyable apprentissage par lequel il va falloir passer
avant de s'incarner autrement. Bon, ça, je laisse ça à la réflexion de nos auditeurs, s'ils veulent se plonger dedans. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça vous donne froid dans le dos, parce qu'il y a des patients qui racontent des souffrances, et n'ayez crainte, je vais revenir à Chico Xavier, hein, mais qui racontent des situations de panique extrême. Ils sont sous le choc, ils viennent de mourir, ils arrivent dans une espèce d'espace, on ne sait pas ce que c'est. Ils voient des gens qu'ils connaissent, ils se disent chic, on va me dire un petit peu qu'est-ce que je dois faire ici. Et les gens, pratiquement, lui, font la gueule. On ne veut pas parler avec toi, tu n'as pas été bien, etc. Et il se trouve seul, aéré, il ne peut trouver nulle aide nulle part. C'est absolument épouvantable. La solitude désertique dans laquelle, selon ses récits, on y croit ou on n'y croit pas, se trouve confronté l'âme après la mort, n'a rien de très réjouissant. C'est pas une plaisanterie de mourir. Bon, chez Chico Xavier, ça se passe quand même plutôt mieux. Hein. Les messages sont toujours pleins d'espérance. Oui. Et on est toujours sur un... malgré les situations difficiles, on est toujours sur une évolution, sur quelque chose, un rééquilibrage, comme je disais, on est toujours dans l'espérance. Ouais. Alors, nous allons parler quand même de cette transformation de la vision classique qu'avaient offerte les religions chrétiennes, de l'enfer et de l'au-delà, et le grand apport du spiritisme. Enfin, les grandes modifications, tout moins, qu'a apporté le spiritisme. Alors là, comme c'est vous qui avez choisi la musique, Michael, je vais vous demander qu'est-ce que c'est alors ? En fait, c'est une chanson composée par Roberto Carlos, qui est un immense chanteur au Brésil, et dédiée à Chico Xavier. En fait, cette musique, la traduction serait L'homme bon. C'est une chanson de Roberto Carlos pour Chico Xavier, fait dans le cadre en fait de la candidature de Chico Xavier au prix Nobel de la paix en 1982. Ah oui, ça il faut quand même en parler parce que devant l'extraordinaire personnalité et devant l'extraordinaire altruisme de Chico Xavier, tout le pays était en effervescence à tel point que il était question de le proposer pour le prix Nobel. Hein. Mais c'est même le gouvernement brésilien qui a fait la démarche, non ? En fait, c'est précisément Augusto Vanucci qui est le directeur de Globo. Globo, c'est à la fois le journal et c'est à la fois la première chaîne brésilienne. Oui. Donc c'est lui qui va lancer cette campagne pour candidater Chico Xavier au prix Nobel de la paix. Finalement, sans en parler à Chico. Et ce que les Brésiliens se disent, c'est que finalement, à cette époque-là, en 1981 ou 82, il a déjà écrit à peu près presque 200 livres et il a créé à travers les livres et les messages qu'il a reçus pratiquement 2000 œuvres d'assistance sociale au Brésil. 2000 œuvres d'assistance sociale. Je ne sais pas si vous entendez ça. Hein. Et les Brésiliens comparent ça en fait au gagnant de l'année précédente qui est Mère Teresa. Ils se disent, en fait, en Inde, elle a fait 20 œuvres d'assistance sociale. Tandis que Chico, notre Chico, oui. Exactement. Évidemment. Donc, avec un peu de fierté nationale, il se dit, pourquoi on ne le présenterait pas et pourquoi on n'irait pas chercher ce prix Nobel de la paix. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Une documentation énorme pour son dossier. Alors, il va y avoir même une pétition faite au Brésil. Au moment où le dossier de candidature sera envoyé, il y avait 2 millions de Brésiliens qui avaient signé. Mais ils vont continuer à signer. En fait, à la fin, au total, il y aura 10 millions de signatures. Donc il y a l'ancien président de la République, le futur président de la République, il y a un tas de députés, de personnes publiques, dont les chanteurs Elis Regina qu'on a entendu et Roberto Carlos, qui vont appuyer sa candidature. Et il est par exemple en concurrence, entre guillemets, avec Lech Walesa ou Jean-Paul II. Donc Lech Walesa et Jean-Paul II n'auront pas le prix Nobel cette année. Ils vont candidater plusieurs fois. Souvent, on ne l'a pas la première fois, sauf si on s'appelle Obama. Ouais. Mais en général... Et qu'on a vraiment toutes les raisons d'avoir le prix Nobel de la paix, entre parenthèses. Oui. Donc eux vont candidater plusieurs fois avant de l'avoir. Et cette année-là, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU auquel le prix Nobel de la paix va être décerné. Donc Chico Xavier, qui n'aime pas en fait le tapage médiatique autour de lui, va être assez soulagé et il va insister auprès de ses amis pour ne pas recandidater. Voilà. Ah oui, parce qu'il y a une forte chance qu'il l'ait eu, avec une autre, s'il avait postulé une autre fois.
Alors, nous avons donc, dans le bilan de son œuvre, nous n'avons pas parlé d'autre chose, qui est encore une énorme partie de sa production, ce sont les lettres de défunts. C'est l'élément marquant de la médiumnité de Chico Xavier, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est qu'à partir de 1967, alors pour se donner un peu de perspective, il a commencé la médiumnité en 1927. Donc après 40 ans de pratique médiumnique, son guide Emmanuel va lui dire maintenant tu es prêt à organiser ce type de réunion pour recevoir des messages directement des personnes défuntes à leurs proches. Donc tous les samedis et les dimanches, il va organiser ce type de réunion. Alors il y a des cars qui viennent de tout le Brésil. C'est des milliers de personnes qui viennent chaque week-end pour assister à ces réunions. Alors des personnes qui ont perdu des proches, des personnes qui sont dans la douleur, des personnes qui sont simplement admiratrices, il y a vraiment de tout. Et il va psychographier à peu près 8 à 10 messages à chaque séance. Alors les messages, il y en a... En public alors. Hein. En public. Ouais. Et parce qu'il peut y avoir quand même un contenu un peu intime quelquefois quand il y a... Enfin. Voilà, alors surtout il ne connaît pas les personnes, il y a des milliers de personnes, lui il ne sait pas qui est dans la salle. Alors comment est-ce qu'il choisit? Comment il dit j'entends quelqu'un En fait, il explique que c'est Emmanuel qui fait le tri parmi les guides des personnes qui sont présentes dans la salle. Parce que chacun arrive, il ne s'en doute pas, mais chacun arrive avec son guide. Voilà. Bon, d'accord. Et donc en fait il y a un pré-tri de personnes qui peuvent se communiquer, parce que souvent, comme dit Chico Xavier, il explique que le téléphone ne sonne que là-bas jusqu'ici, voilà, que dans un sens. Que c'est pas nous qui pouvons appeler les esprits, c'est simplement eux qui peuvent nous envoyer des messages. C'est bien le contraire de ce que tous les gens croient et espèrent, hein, oui. Certes. Bon, oui. Et donc tous les esprits sont pas prêts pour se communiquer, et donc il y a un tri. Et ensuite ces messages, ils sont absolument époustouflants. Alors pour les donner, en fait, à chaque fois, quand Chico écrit, il y a une personne à côté qui au fur et à mesure va demander est-ce qu'il y a telle personne dans la salle, par exemple, est-ce qu'il y a une Elena avec un nom, est-ce que vous avez perdu un proche qui s'appelait un tel, est-ce qu'il est mort tel jour, par exemple. Enfin, ils vérifient les éléments qui sont dans le message, et s'ils sont sûrs que tous les éléments sont corrects, ils lisent le message et ils le donnent. Pourquoi ils faisaient ça? C'est parce qu'en fait, même Chico Xavier, qui était le médium le plus extraordinaire du XXe siècle, hein, même lui savait qu'il pouvait être trompé par des esprits et éviter, en fait, essayer de croiser les informations. On court-circuite le malin, là, comme ça. Voilà, c'est ce qui est assez intéressant. Et donc ces messages, il va en avoir à peu près plus de 20 000 qui vont être distribués au cours de toute sa carrière médiumnique. C'est des messages qui sont de plusieurs pages, qui contiennent des tas et des tas de renseignements, de détails très précis qui permettent absolument d'identifier les personnes. Oui, mais pour le lecteur, est-ce que ça présente un intérêt quelconque? Pour les lecteurs... oui, parce qu'elles ont été publiées, ces lettres. Alors, certains ont été publiés sur les 20 000, pas tous. Oui, j'imagine, oui. Les personnes ressortent de là complètement soulagées, parce qu'ils ont la conviction que la vie continue. Alors souvent, on a des personnes qui se disent, voilà, si j'ai pas de message, par exemple, de mon fils, j'en finis avec la vie, parce que les personnes sont arrivées dans cet état-là, qu'ils ont perdu toute raison de vivre. Et ces messages leur prouvent que la survie existe, leur apportent du réconfort, et va aussi les inciter quelque part eux aussi à créer de la charité autour d'eux. D'accord, oui. Voilà, si vous voulez, j'ai un exemple que je peux vous lire brièvement. Bien sûr, oui. Donc c'est par exemple l'exemple d'un jeune qui s'appelle José Roberto. Donc il est mort à 18 ans dans un accident de train qui a eu lieu dans une ville qui s'appelle Mogi das Cruzes au Brésil, et c'était le 8 juin 1972. Et en fait, ses parents sont venus assister à la réunion de Chico Xavier. Alors Chico Xavier à l'époque est tellement célèbre dans le Brésil qu'il suffit d'écrire sur une enveloppe Chico Xavier pour que le courrier lui parvienne. Il n'y a pas besoin comme de préciser. Le Père Noël, c'est pas la Exactement. peine. L'adresse, oui. Donc ils se sont rendus là dans le centre de Chico sans parler à personne. Personne ne sait qu'ils sont là. Et ils vont recevoir ce message. Donc je vous lis quelques extraits. Le message est très très long. Hein, et la plupart de ces messages sont tous assez longs. Chère maman, je demande ta bénédiction. Dire ce que je ressens maintenant est impossible. Qui réussira à décrire l'entre-deux-vie? Je ne sais pas quoi faire en cet instant où nous communiquons par le biais des lettres que j'écris, le cœur au bout des doigts, épaulé par les mains des amis et bienfaiteurs qui nous protègent. Ici, le papier me semble être un miroir dans lequel ma pensée se réfléchit. Cependant, maman, le papier ne reflète pas les larmes.
les larmes de joie et de gratitude envers Jésus, pour le remercier de ces minutes d'écriture. Reçois tous les meilleurs sentiments de ton fils dans ces phrases que je transmets sur les pages, sans même comprendre comment. Ne pleure plus, maman, et dis à papa combien il m'aide en se reconstruisant peu à peu. Depuis cette fin de matinée du 8 juin, la nostalgie du temps passé est restée la même entre nous, mais l'amour a grandi, elle grandit toujours. Papa, écoute ce que j'ai à te dire, non, je ne suis pas mort, non. Travaille, papa, garde ton courage d'homme de bien, ne souhaite pas mourir pour me retrouver, c'est moi qui continue à vivre pour te voir chaque jour plus déterminé à œuvrer en faveur du bien. Ne me cherche pas en pleurant et en m'appelant dans le recoin de terre où mon portrait est archivé. Mon cher papa, je te remercie pour ta tendresse, tes prières, tes manifestations d'amour. Je demande à Dieu qu'il récompense ta résignation, mais ne recherche pas ton fils avec autant de douleurs inutiles. Le temps nous aidera avec la bénédiction de Dieu. Je te supplie de vivre et de créer du bonheur pour nous tous. Le 8 juin de l'année passée, le train de Mogi n'a pas ramené en gare tous ces garçons. Tu voulais que je reste sur terre pour réaliser tes idéaux. Cependant, je ne suis pas mort, papa, je suis vivant et je travaillerai par tes mains. Voilà, c'est un exemple, on voit en fait les dates qui sont communiquées, qui sont exactes. La signature à la fin, c'est le surnom du fils. Oui. Et il donne énormément de détails ensuite dans le message. Il parle de ses grands-parents, en les citant, de la ville d'où ils sont. Voilà, c'est Bon, déjà, typiquement ça dans le semble message. vraiment correspondre précisément à quelqu'un, c'est ça, oui. Et, alors, Mais savoir si pour un lecteur ça a un intérêt quelconque à lire, c'est peut-être pas évident. Enfin, je suis peut-être un peu critique là. peut-être, oui, tout à fait. Ça dépend de la situation, je dirais, personnelle de chacun. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une étude qui a été faite par l'association des médecins spirites au Brésil sur un certain nombre de ces messages pour montrer en fait que tous ces éléments, personne ne pouvait, personne ne les savait. Des fois, il y a des éléments qui vont être recherchés après, qui vont être vérifiés. Ça va vraiment prouver en fait finalement la survie. Ça va être ça l'apport de ces messages. Alors, il y a aussi un autre apport qui est important, à mon sens, c'est que souvent dans ces messages, ils vont aussi déclencher des nouveaux comportements chez les gens quand ils vont revenir ensuite dans leur ville au Brésil. Par exemple, dans ce message-là, le Roberto conclut en disant « Le 6 août de l'année passée fut terrible pour moi. Si vous le pouvez, à la date de mon prochain anniversaire, matérialisez notre communion spirituelle en offrant un gâteau aux enfants de la maison de Jésus, dépourvus de foyer terrestre. Je serai avec vous et nous nous rencontrerons avec beaucoup de joie. Ne laissez pas notre foyer se transformer en un lieu d'ombre et de larmes. » Donc, qu'est-ce qu'il dit là? C'est qu'en fait, à chacun de ses anniversaires, ses parents sont tellement tristes que lui-même, il ressent cette souffrance et il participe de cette souffrance. Et il leur propose à chaque anniversaire de faire simplement un gâteau et de le distribuer aux pauvres dans la rue. Et en fait, c'est 20 000 messages. Toutes les personnes qui vont recevoir, il y a souvent derrière ce message de charité. Les personnes qui ont perdu un fils vont se mettre à s'occuper des orphelins. Les personnes qui ont perdu un parent vont se mettre à s'occuper des parents pauvres. Et selon leurs moyens, en fait, ces différentes personnes vont fonder simplement, parfois, voilà, distribuer un jour dans l'année un gâteau. Des fois, ils vont fonder une œuvre de charité, des œuvres de charité, des maisons de retraite et même des hôpitaux entiers. Donc, en fait, au Brésil, on va se retrouver avec plusieurs dizaines d'hôpitaux qui sont dits hôpitaux spirites, qui vont mélanger la médecine traditionnelle et puis les réunions des obsessions ou de magnétisme. Oui, ah oui, c'est-à-dire les hôpitaux spirites, ça veut dire que les médecins pratiquent le spiritisme, mais ce sont des vrais médecins, enfin de véritables médecins. Alors, j'en ai visité un, la plupart des médecins n'étaient pas spirites. Et pourquoi alors on dit que c'est un hôpital spirit? Parce qu'en fait, c'était un hôpital spécialisé dans les addictions et on couplait en fait à la fois la médecine, donc la médecine comme on le ferait ici en France, et à la fois on essayait avec ces personnes d'obtenir des informations spirituelles pour essayer de comprendre, de dialoguer avec les esprits qui pouvaient être autour d'eux, pour essayer, qui pouvaient entraîner ces tendances à l'addiction, pour essayer de les raisonner, et aussi travailler sur ces personnes d'une façon spirituelle, aussi en les magnétisant, pour essayer à la fois de remettre d'aplomb le corps physique et le corps spirituel. Non. Et alors, si on vous demande de résumer, quel a été l'apport particulier de Chico Xavier au spiritisme brésilien? En fait, il a été sur tous les fronts, c'est ça qui est intéressant.
Le plus grand apport, hein, c'est vraiment ces messages qui ont créé un avant et un après. On disait au Brésil qu'il y avait un pont pour aller jusqu'à Dieu. Et que ce pont, c'était Chico Xavier. Voilà, à mon sens, ce qui a fait vraiment une fracture entre avant et après, et qui a changé complètement la vision que les personnes au Brésil ont du spiritisme. Aussi parce que cette aide spirituelle n'était pas limitée au spirit. Souvent au Brésil, à l'époque, les catholiques aidaient les catholiques, la communauté juive aidait la communauté juive, chacun aidait sa communauté. En fait, Chico va casser ses frontières sans jamais demander d'où vient la personne et sans jamais essayer de convaincre quiconque de l'arrêté du spiritisme et sans jamais essayer de convertir qui que ce soit. Et j'ai l'impression surtout que le spiritisme brésilien est peut-être plus altruiste que le spiritisme en général. J'allais dire le spiritisme à la française et à la Kardec. Hein. Sans doute, sans aucun doute. Ça vous fait rire, hein? Oui. Pourquoi? En fait, le spiritisme, il s'appuie sur 3 piliers, on peut dire. Les phénomènes spirites, tout ce qui est la médiumnité, c'est comme ça qu'il est né, par l'étude de ces phénomènes. L'étude de ces phénomènes, ça a amené à créer une philosophie, la philosophie spirite, et cette philosophie, elle a des conséquences morales et religieuses finalement, puisqu'on parle de l'âme, on parle de Dieu. Donc en fait, le spiritisme, il est triple, il est à la fois scientifique, bon, même si beaucoup ne le reconnaîtront pas, il est à la fois philosophique et il est à la fois moral. Et en France, on s'est beaucoup, et en Europe même, on s'est beaucoup intéressé sur le côté scientifique, en disant, si on arrive à prouver que le phénomène est vrai, tout va découler ensuite. Oui, c'est tous les travaux qui ont été faits, notamment autour de l'Institut métapsychique, mais certains grands savants comme Flammarion, Richet, etc. D'accord, ça c'est on voulait prouver, vérifier. Il semblerait bien que Chico Xavier, lui, s'en fiche complètement. Hein. Il n'en a rien à faire de jouer la danseuse de cette voile devant la science. Non, c'est l'impression que ça donne, oui. En fait, lui, il va dire les conséquences morales, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que la charité en action, c'est ce qu'on a besoin tout de suite. Alors par exemple, on lui dira, quand tu aides en fait ces gens qui sont pauvres et qui sont démunis, c'est pas ton rôle, c'est le rôle du gouvernement. Et lui il dira, d'accord, mais si je vois la maison de mon voisin qui est en feu, est-ce qu'en attendant les pompiers, je peux pas essayer d'aller soulager les personnes ou jeter quelques seaux d'eau? Ah, oui. Et en fait, tout le développement du spiritisme au Brésil va se faire principalement par la charité, que ce soit par l'aide matérielle ou par l'aide spirituelle. Bon, ça c'est quand même une spécificité. Hein. Et comme par hasard, dans un pays qui est beaucoup plus pauvre, remarquez, il y a des pays en Afrique qui sont spirites aussi, hein, où le spiritisme, oui, on peut parler de spiritisme en Afrique, mais cette espèce de façon qui rejoint quand même le christianisme primitif, quand on regarde vraiment l'enseignement du Christ, on y trouve un peu ce souci d'aider les autres. Ah, tout à fait. En fait, c'est un proche de Chico Xavier dira plus tard, après son décès, que peut-être que les hommes dans le futur auront du mal à imaginer, auront du mal à croire qu'un personnage comme Chico Xavier a vraiment été présent et a existé sur Terre. Mais il disait, mais nous qui avons connu Chico Xavier, on ne doutera jamais que Jésus aussi a été présent sur Terre et que Dieu existe. Quoi qu'il y a toujours des gens qui en doutent. Mais alors, justement, à propos de gens du futur, j'ai trouvé quelque chose d'assez curieux. Chico Xavier aurait confié à ses collaborateurs les plus proches que lors de l'arrivée de l'homme sur la Lune, qui est en juin 69, il y aurait eu une réunion avec les puissances célestes de notre système solaire pour vérifier les progrès de la société terrestre. Hein, guillemets. Et ces puissances auraient décidé de donner une période de 50 ans à l'humanité pour évoluer moralement et coexister pacifiquement sans provoquer une troisième guerre mondiale. Alors,
d'après Chico Xavier, si l'humanité arrive à coexister jusqu'à cette date limite, on peut la situer, parce que le débarquement sur la Lune, c'est 69. Vous rajoutez 50 ans, ça vous fait 2019. Alors, si l'humanité coexiste, elle sera à partir de là prête à entrer dans une nouvelle ère de son existence. Et des actions magnifiques seraient vérifiées partout, y compris nos frères venus d'autres planètes, qui seraient expressément autorisés à se présenter publiquement et officiellement aux habitants de la Terre. Ce qui veut dire que, pour Chico Xavier, il y aura un contact ici. Si on n'a pas une troisième guerre mondiale, nous nous en approchons quand même dangereusement pour l'instant. Si on n'a pas plongé dans la troisième guerre mondiale, il y aurait un contact ici en 2019. Alors, j'étais pas dans les confidences à Non, ce mais jour-là de Chico je Xavier. regarde les textes, je déduis, je fais ma Mais petite. c'est vrai que la prédiction est vraie. Après, comment on peut l'interpréter, est-ce que c'est vraiment des E.T. ou des êtres dématérialisés, c'est-à-dire des êtres du monde spirituel? Ça, c'est le 2019 qui nous le dira. Oui, mais des êtres qui ne sont pas terrestres, ça fait partie complètement du credo spirit. Hein. Oui, en fait, dès le livre des esprits, en 1857, en fait, les esprits expliquent il y a plusieurs mondes dans l'univers qui correspondent à différents degrés d'évolution des esprits, qu'il y a toujours une création d'esprits dans l'univers, et qu'il y a une infinité de mondes et infinité d'êtres humains comme nous, à différents stades d'évolution sur différentes planètes. Donc ça, ça a toujours été partie intégrante de la philosophie spirit. Oui, et comme au Brésil, on n'est pas du tout affolé par ce genre de sujet. Hein. Moi, je sais que lorsque j'étais au Brésil, j'étais tout à fait fascinée de voir à quel point la relation de l'homme moyen avec l'Eventuality semblait tout à fait sereine. Hein. Et je me rappelle particulièrement dans le dossier des enlèvements, je sortais d'une longue période aux États-Unis où j'avais étudié les enlèvements dans la tradition américaine, enfin la tradition de l'Amérique contemporaine. Ces histoires traumatisantes de viols, d'assémination artificielle, toutes sortes de choses tout à fait déplaisantes. Et au Brésil, je voyais ces histoires d'enlèvement se présenter comme de très joyeuses parties de jambes en l'air entre des espèces différentes, vécues sans aucune culpabilité. Alors que l'Amérique puritaine vit sa sexualité avec une culpabilité effroyable. Là, chez Chico Xavier, qui forcément croit qu'il y a d'autres espèces que les espèces terrestres, qu'est-ce qu'il dit un contact, une fraternité, une fusion, une jonction, qu'est-ce qu'il dit? Alors ça, je sais pas, parce que ça n'a pas été plus précis que ça, cette prédiction. Après, ce qui est facile d'imaginer, c'est que s'il y a c'est qu'on sera face à des esprits plus évolués que nous. Oui. Donc, quelque chose plutôt, j'imagine difficilement des esprits évolués venir s'imposer Violemment et agressivement. Je pense que ce serait plutôt une distillation d'informations à niveau homéopathique. Hein. Après, ça, c'est mon avis personnel. Non, on verra si 2019 va nous donner quelque chose ou non. Et à quel niveau se situe l'humanité selon... En fait, d'après ce que disent les esprits, le monde se situe dans une période de transition. Donc on a été dans une période, un monde qu'on peut appeler d'épreuve, d'expiation, où les personnes finalement on est un peu comme des adolescents. On s'éveille à la spiritualité, la conscience de l'être humain est assez récente. Et on est dans un monde de transition où finalement on va devenir une sorte de monde de régénération où le bien va l'emporter sur le mal d'une façon assez simpliste. Et là, les esprits les plus récalcitrants, ceux qui ont le plus de haine en eux, en fait, sont finalement ceux qui n'auront plus la possibilité de venir se réincarner sur Terre et partiront dans d'autres mondes.
et ce qui Ils créera... doivent être joyeux, hein, ces autres mondes. la Terre au Ouais. Moyen-Âge ne devait pas être très, très facile à vivre non plus. Oui, mais c'est toujours très difficile de faire la part entre les vœux pieux et ce qui doit se passer, vous comprenez? Mm. Allez savoir, hein. Ouais, par exemple, il y a un livre de Chico Xavier écrit par un auteur brésilien, Humberto de Campos, qui décrit l'évolution du Attendez, un livre de Chico Xavier écrit, ça veut dire que l'esprit. maintenant, Chico Xavier, de même qu'il a été visité par son guide Emmanuel, c'est maintenant Chico Xavier qui s'exprime à travers un autre médium. Ah non, non, non. Non, Alors non, c'est non. quoi? Non, c'est l'esprit d'Humberto de Campos, qui était un écrivain célèbre au Brésil, qui a Ah, qui a écrit un été livre à reçu. travers Chico Xavier. D'accord, que Chico Xavier aurait reçu en psychographie, d'accord, Il oui. décrit notamment que le peuple égyptien et ensuite le peuple juif après sont des peuples qui étaient, certains esprits étaient des esprits récalcitrants d'un autre monde qui étaient revenus. Ah déjà, c'était... Et notamment à l'époque dans le peuple égyptien, et c'est pour ça que c'est un peuple qui avait tellement d'innovations technologiques assez déroutantes finalement pour l'époque, parce que ces esprits avaient gardé un souvenir finalement de là où ils venaient. Alors nous reprenons parce que tout au cours de cette émission, nous avons prononcé X fois le terme spirit et spiritisme. Il serait peut-être temps à la fin qu'on arrive à définir un petit peu tout ça parce que dans l'esprit français, c'est quelque chose qui est quand même complètement révolu. Il y a eu l'année dernière ou il y a 2 ans une magnifique exposition à Strasbourg où il y avait toutes sortes d'œuvres de médiums. Je crois que ça s'appelait d'ailleurs l'Europe des médiums. Et dans ces œuvres, il y avait les dessins de Victoria Sardou qui représentaient des scènes qui se passaient, censées se passer sur la planète Mars, etc. Il y avait les hommages aux habitants de la planète Jupiter, de l'esprit Mozart et compagnie. Bon. Pour nous, quand même, maintenant, le spiritisme, c'est du passé. C'était une étape du 19e siècle. Or, nous voyons que cette étape, elle est complètement vivante au Brésil, qui est quand même pas un petit pays. Alors, j'aimerais que qu'on arrive à définir à peu près ce qu'est le spiritisme et à quel point il se différencie de tous les systèmes religieux qui avaient été élaborés avant. Alors, c'est vrai que c'est intéressant que un auteur comme Allan Kardec, il a vendu plus de 30 millions de livres au Brésil et il est quasiment inconnu en France. On trouve dans les villes du Brésil des places Allan Kardec, des écoles Allan Kardec, des avenues, on trouve des monuments à son effigie, des timbres à Si vous l'effigie d'Allan allez Kardec. au cimetière du Père-Lachaise, vous verrez que sa tombe, elle est joyeusement entretenue ici. Bon, enfin, c'est un petit détail, ça. Bon, continue. Oui. Souvent par des Brésiliens d'ailleurs. Ah, j'y ai pas pensé. Et c'est Non. vrai que nous, on a un oubli total de cette philosophie qui est pourtant quelque chose qui a été beaucoup développé en France. Alors, soyons concrets pour que nos auditeurs en retiennent quelque chose. Alors, le spiritisme, qu'est-ce que c'est? En fait, le spiritisme, c'est ce que je disais, c'est à la fois on peut dire une religion, ça dépend le mot qu'on emploie religion, dans le sens de relier à Dieu. C'est pas une religion parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de dogme. Tout est discutable dans le spiritisme en fait, et sa philosophie se base sur l'observation des phénomènes médiumniques et ce que nous racontent finalement les esprits, leur joie ou leur malheur dans le monde spirituel. Et c'est cette observation méthodique et large qui nous permet de définir certaines lois en fait dans le monde spirituel. Bon, alors, donc, le postulat de base, c'est qu'il existe un monde des esprits, hein, ce n'est pas dans un univers matériel, mais un monde des esprits auquel nous pouvons avoir accès d'une façon ou d'une autre par les phénomènes de médiumnité. Qu'est-ce que nous avons à apprendre de cet univers des esprits qui change de nos croyances habituelles? En fait, le spiritisme, quand il est né au milieu du 19e siècle, c'était quand même un changement complet. Déjà parce que ça devient une croyance raisonnée. C'est-à-dire que le spiritisme ne dit pas qu'il faut y croire, bien au contraire. Il dit qu'il faut comprendre. Il faut comprendre les phénomènes, comprendre la philosophie, et après on croit si on veut. Donc déjà, on ne parle plus vraiment de foi, comme on pouvait parler avec les religions traditionnelles. Le spiritisme a une particularité aussi, c'est qu'il n'est pas venu pour remplacer les autres religions.
C'est-à-dire qu'un peu comme l'espéranto pour les différentes langues, le spiritisme, il peut s'intégrer parfaitement dans toutes les religions. Il explique les différents phénomènes médiumniques, les différents prophètes finalement, ou les différentes... comment sont nées toutes les religions. Quand on regarde, il y a des phénomènes médiumniques. Mahomet, il écrit automatiquement le Coran. Jésus, sa vie, elle est remplie de phénomènes médiumniques. Et Moïse, par exemple, avec les tables... C'est ce que j'allais vous dire, oui. On trouve ça dans absolument toutes les religions, même les religions qui ne sont pas forcément écrites, hein, comme les religions chamaniques. Donc en fait, ça c'est une particularité du spiritisme. On peut très bien être catholique et spirit, comme on le voit beaucoup au Brésil. Oui. Ce que dit le spiritisme finalement, c'est que la religion du futur, c'est l'amour. Alors ça peut paraître un peu gnangnan, un peu bonnet, mais tout simplement qu'en fait, c'est pas parce qu'on est spirit ou parce qu'on est d'une autre religion que dans le monde spirituel, on sera bien. Tout va dépendre finalement de notre capacité à aimer. de notre capacité à aimer exactement. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Chico n'essayait jamais de convertir qui que ce soit au spiritisme, parce que c'est pas utile. Oui, Il vaut mieux qu'une personne soit bonne catholique plutôt qu'un mauvais spirit. Oui, mais je ne peux pas dire que ce soit totalement neuf quand vous regardez l'enseignement du Christ. Si c'est bien quelqu'un qui a brandi la nécessité de l'amour, c'est bien le Christ. Tout à fait. Et le spiritisme, en fait, Kardec l'a défini comme la troisième révélation. C'est-à-dire que quand le Christ parlait toujours en parabole, tout n'était pas forcément compréhensible à l'époque par il y a 2000 ans, et il annonce notamment qu'il enverra un consolateur dans le futur pour rappeler tout ce que les hommes ont oublié. Et bon, l'Église catholique considère que le consolateur, c'est l'Esprit Saint qui est revenu, mais l'Esprit Saint est revenu juste après sa mort, les hommes n'avaient pas encore tout oublié, on peut dire. Oui, vous avez été rapide, pressé plutôt. Oui. En fait, Allan Kardec considère que le spiritisme, c'est le consolateur. C'est celui-là qui va rappeler toutes les lois de Jésus, les lois d'amour, et qui va les expliquer finalement, et expliquer même les paraboles. On trouve beaucoup de paraboles de Jésus qui ne sont pas facilement compréhensibles sans cette clé. Par exemple, quand les apôtres l'interrogent en lui disant « mais avant que le prophète arrive, le prophète attendu qui était Jésus, d'après les Saintes Écritures, il était écrit que Élie devait revenir. Élie était un prophète de 700 ans à peu près avant Jésus-Christ, et Jésus répond oui, il est revenu, et vous ne l'avez pas reconnu. Et là, dans l'Évangile, c'est écrit, et ils comprirent qu'il parlait de Jean-Baptiste. Donc en fait, il dit clairement que Jean-Baptiste et Élie sont la même personne. Voilà, ça c'est des sortes de clés qu'on ne peut pas comprendre. Jésus dit « Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne renaît de nouveau ». Alors l'interprétation qui a été faite quelques siècles après, c'était renaître à travers le baptême. Bon, c'est une interprétation, la réincarnation est aussi une interprétation. Oui, bien sûr, oui. Oui. Donc ça se définit comme quand même une religion, bien que vous ayez dit le contraire, parce que les choses sont bien reliées. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est peut-être c'est mes dada à moi, c'est que le spiritisme a totalement changé notre vision de l'au-delà et de l'enfer. Hein. Fini l'époque d'une menace d'un châtiment éternel avec des autorités qui vous disent toi tu iras là ou toi tu iras là-haut ou toi tu iras brûler dans les flammes de l'enfer. C'est plus du tout ça avec le spiritisme. L'enfer est à l'intérieur de nous. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le mal qu'on fait aux autres, même si on ne s'en rend pas compte, c'est quelque chose qui nous revient en regret, en remords dans le monde spirituel, d'une façon qu'on a du mal à imaginer, parce qu'ici, finalement, quand on se sent un peu mal, on regarde une émission de télé, on passe à autre chose, on essaye de déconnecter, et c'est pas possible dans le monde spirituel. Les gens sont constamment fixés par rapport aux choses mal qu'ils ont fait, qu'ils ressentent comme étant mal, et ça devient un véritable enfer pour eux. Donc pour revenir sur Jésus, quand il parle des pleurs et des grincements de dents, c'est exactement ce qu'on voit dans les communications des esprits, des situations par rapport aux actes qu'ils ont fait dans leur vie qui les fait extrêmement souffrir. Et donc, d'où la nécessité pour eux de venir réparer, de venir aider, ou éventuellement de venir se réincarner pour modifier leur comportement. Ah, c'est pour ça, c'est pour évoluer mieux, qu'ils reviennent sur Terre, aider les vivants à évoluer bien. En fait, la réincarnation a un avantage, c'est l'oubli du passé. Souvent, le fait de se souvenir du passé peut être paralysant.
Alors, on va prendre un exemple un peu extrême. Prenons le cas d'une personne comme Hitler. S'il devait un jour se réincarner et qu'il se souvenait de son passé, c'est quelque chose qui Oui. serait absolument insurmontable psychologiquement. Donc en fait, l'oubli du passé est là pour nous aider quelque part à chaque fois un peu à repartir de zéro. Au moins l'oubli du passé au Mais comment moment est-ce qu'on peut incarné. repartir de zéro quand on traîne un tel paquet par derrière? Ah ben ça, c'est on a tous, hein, on traîne tous un paquet, on sort tous de l'animalité il y a quelques milliers d'années. Donc en fait, on s'est éveillé peu à peu à la conscience et la conscience amène le moi-je, donc l'égoïsme, on tire les choses vers soi. Et c'est ça finalement qui nous fait souffrir. Et nous tous, on a tous un passé un peu difficile. Et ça ne veut pas dire qu'il faut traîner des sentiments de culpabilité par rapport à ce qu'on est. C'est simplement... l'évolution est faite comme ça. Mais est-ce qu'il y a des témoignages, si on peut appeler ça des témoignages, de défunts qui se plaignent de cette situation? Ils De- sont clairs là-dessus? Je n'en peux plus de... Ah oui, il y a un très bel ouvrage d'Alan Kardec qui s'appelle Le ciel et l'enfer, qui est en fait un recueil de communications qu'ils ont eu à l'époque avec toute une phalange d'esprits. Et donc il y a les esprits heureux, les esprits un peu perdus, et puis il y a beaucoup d'esprits malheureux. Et en fait, chacun vient témoigner par rapport à son vécu, comment il se retrouve dans le monde spirituel. Alors, il y a une réponse qu'il aurait donnée pour pouvoir évoluer mieux ou non? En fait, la réponse, le spiritisme est extrêmement émancipateur. La réponse ne peut venir que de nous. C'est-à-dire que on a des guides spirituels, il y a des esprits plus évolués qui vont veiller sur nous, mais ils vont seulement nous donner des clés, mais au bout d'un moment, C'est à nous de faire le boulot. c'est à Ouais. nous de faire le boulot. Ah oui, bien sûr. Hmm. Oui. C'est assez intelligent finalement. On regarde un peu le spiritisme du haut de notre 21e siècle avec un peu de condescendance, mais donc dès qu'on l'étudie un peu, on est quand même assez troublé, hein. D'où évidemment cette adhésion massive et d'où mon interrogation, pourquoi est-ce que c'est passé? Il n'y a pas de raison que ce soit plus passé que vous me direz que c'est pas une grande religion révélée comme le catholicisme. Ben, on peut dire qu'en fait, hein, le spiritisme a complètement disparu dans la deuxième moitié, enfin, à peu près en 1950, à peu près au moment de la Deuxième Guerre. Il faut savoir en Portugal et en Espagne, le mouvement spirit était fort, les mouvements spirit ont été interdits. Tous les biens des spirites ont été confisqués, hein, la Fédération Oui, Spirit mais alors, portugaise. oui, j'aimerais savoir à quoi correspondent ces interdictions. En fait, c'était des mouvements qui étaient quand même assez conservateurs et le spiritisme n'était pas le bienvenu. Quand Allan Kardec a publié ses livres, ils ont été brûlés sur la place publique à Barcelone, par exemple. Donc il y avait une forte Pays résistance. très catholique, hein. Tout à fait. Et le spiritisme était Pays de aussi l'Inquisition, n'oublions pas, hein. interdit dans les pays soviétiques au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Alors on sait, dans les livres, il y avait par exemple un centre spirit en République tchèque où il y avait plus de 5000 adhérents. Et tout ça a complètement disparu parce que c'était la préoccupation était plus politique et dans le communisme, la religion était l'opium du peuple et il fallait s'en débarrasser. Quoique j'ai jamais entendu parler de persécution des spirites, hein. Non, non, non. Je pense qu'on ne peut pas aller jusqu'à la persécution des spirites, non. Ah, bon. Non. Non, parce qu'on a vu des régimes qui carrément persécutaient, et d'ailleurs ça recommence maintenant avec contre les chrétiens d'Orient, ça va s'abattre à d'autres chrétiens que ceux-là, mais il y a quand même une persécution contre certaines religions. Je pense que le spiritisme est trop petit pour être persécuté aujourd'hui, du moins en dehors de l'Amérique latine. Oui, d'accord. Bon, très bien. Alors, voilà. Alors, quels sont les successeurs actuellement de Chico Xavier, si on peut parler de successeurs? Parce que la relève est assurée. Il y a beaucoup de médiums au Brésil. De la trempe de Chico Xavier, il y en a pas Ah, d'autres aujourd'hui. oui, mais ça c'est évidemment, hein. Chico avait annoncé en fait qu'Emmanuel se réincarnerait en l'an 2000. C'est-à-dire qu'ils allaient intervertir leur rôle, que Emmanuel serait réincarné et que Chico Xavier Serait devenu guide. serait exactement Guide à son son guide tour, dans ouais. le monde spirituel. Donc on est en 2000,
15. 14, 15. Ça va. Donc il doit avoir une quinzaine d'années aujourd'hui. Voilà, peut-être un continuateur possible, mais je pense que leur mission sera différente. Chico Xavier, euh, il avait vraiment montré ce que c'était la médiumnité, c'était un exemple du spiritisme incarné. Emmanuel, c'est quand même plus un professeur qu'un médium peut-être, dans sa façon d'être et dans la mission qui viendra. Ah, ça sera un nouveau Luther, alors, au sein du spiritisme, alors. Peut-être. Peut-être dogmatique, là, maintenant, oui. Contrairement au gentil Chico, qui est quand même très touchant, cet homme qui souffrait tellement. Là, je regarde sa photo, mais il n'a pas de perruque, là, hein. Généralement, il a une perruque. Alors, à partir des années 70, où il avait plus de cheveux, il avait mis une perruque. Pourquoi? En fait, c'était parce que les personnes qui venaient le voir avaient pris l'habitude d'écrire sur son Crâne, sur sur son son crâne front? dégarni des messages. Donc, Attendez, ils écrivaient des messages, ils sortaient leur crayon à billes ou leur... exactement. En fait, bon, pour beaucoup de personnes, Chico est un médium et le médium est au service des gens. Oui, Et absolument. il y a Genre, pas il montre qu'il n'a forcément. pas de vie. Exactement, il n'y a pas beaucoup de considération. Les gens venaient chez lui la nuit, tout le temps, le week-end. Enfin, il n'avait jamais de moment de repos finalement. Les gens ne comprenaient pas qu'il allait pas leur donner satisfaction Mais il ne à s'est tout jamais moment. révolté, hein. Non. Il le disait, il était d'une gentillesse, cet homme. Mon Dieu, qu'il est touchant. Et alors, perruque qui n'a pas sur la photo de votre couverture, et lunettes noires, hein. Alors là, c'est une chose bizarre. Voilà. Un petit point de détail. Chico vit entouré d'entités, enfin de guides, de désincarnés, ce que vous voulez, qui font état de dons de guérison quand même. Constaté, hein. Bon, et personne n'a pu s'occuper de ses yeux. Non, alors à l'âge de 21 ans, il va perdre l'œil gauche, une cataracte en fait, qui est pas opérable. Et il va se tourner vers Emmanuel, qui vient juste de rencontrer, et avec lequel il obtient des guérisons en fait au sein de son centre. Et il va lui demander de le soigner. Et Emmanuel va lui dire qu'il n'est pas meilleur que les autres, c'est pas parce qu'il est médium qu'il doit être privilégié, et qu'il a déjà un œil et que c'est déjà un luxe. C'est d'une dureté comme réponse, c'est hallucinant, hein. En fait, Emmanuel aura souvent cette dureté. cette dureté, disons, il sera toujours, il veillera toujours à ce que Chico Xavier jamais ne prenne la grosse tête et euh, à toujours lui rappeler qu'il est pas meilleur que les autres. Oui, mais enfin, ce que chez lui, c'est vraiment pas un homme qui péchait par orgueil, hein. Il me semblait vraiment d'une modestie et d'une soumission à cette grande catastrophe qui lui est arrivée, parce que c'est une catastrophe de vivre une vie pareille. Enfin, c'est passionnant pour les autres à vivre, mais soit c'est l'enfer de vivre une vie comme la sienne. C'est ce qu'il disait. Il disait que c'était pas vraiment un privilège, que la médiumnité c'était beaucoup de souffrance finalement, beaucoup de souffrance intérieure, et avec toujours le besoin de servir les autres et d'apporter du réconfort. Il dira, il avait appris en fait finalement avec ses guides spirituels que la paix c'était la seule chose qu'on pouvait donner aux autres sans l'avoir soi-même. Ouais. Alors, vous n'avez pas fini d'explorer son énorme œuvre, puisque je me suis laissé dire que vous alliez continuer à travailler et faire une autre édition de votre livre. Qu'est-ce que vous allez faire alors maintenant? En fait, je suis en train de préparer une seconde édition pour mettre un petit peu à jour. Le livre a été fait en 2010 lors du centenaire de la naissance de Chico Xavier. Donc il était décédé en 2002. Et depuis, il y a un peu d'informations nouvelles, des nouvelles anecdotes de personnes proches qui ont écrit. Donc c'est une simple mise à jour en fait un peu de ce qui peut être Mais il intéressant. continue à avoir une production au Brésil autour de lui? Oui, tout à fait, ouais. Chaque année, il sort plusieurs livres, même des livres écrits par lui, de messages qui avaient été perdus, oubliés, ou des historiens qui essayent de retrouver un peu des éléments sur sa vie, ils retrouvent ces messages et les impriment. Donc on apprend toujours davantage autour de lui aujourd'hui. Bon, eh bien, écoutez, on vous suivra dans votre prochain livre, mon cher Michael. Merci beaucoup d'être venu. Alors, nous allons nous quitter ici et on va se revoir certainement une autre fois. Très bien, merci beaucoup à vous. Merci, Michael. Au revoir.